La Grande Muraille de Chine est la fortification la plus longue et la plus coûteuse que l'être humain ait jamais construite. Même en montant très haut, même avec des jumelles très puissantes, on ne peut pas voir la totalité de la muraille. C'est une véritable merveille. Elle est connue dans le monde entier. Mais de nombreux détails de sa construction restent encore un mystère. À chaque fois que je vois ce mur qui s'étend sur des milliers de kilomètres, je suis toujours aussi impressionné. Comment a-t-elle été créée? Quelles étaient ses défenses contre les menaces extérieures? Ils étaient peu nombreux, mais c'étaient les guerriers les plus redoutés du monde. Il n'existe qu'un seul moyen de le savoir, c'est de la démonter entièrement. Brique par brique, nous allons démanteler la muraille et examiner la structure de ces tours de guet. Nous découvrirons ainsi les incroyables secrets qui ont permis aux architectes des temps anciens de bâtir ce merveilleux édifice. La Grande Muraille est une gigantesque fortification qui défendait les frontières de la Chine sur environ 21 000 km. Cette immense structure servait de protection au pays le plus peuplé du monde. Elle s'étend depuis les plaines enneigées du désert de Gobi jusqu'à la mer Jaune. Sa construction a été le projet le plus colossal que notre monde ait jamais connu. Elle comporte de nombreuses sections, progressivement construites et reliées entre elles au cours des siècles. C'est le premier empereur chinois, Qin Shi Huang, qui a ordonné la mise en place d'un gigantesque mur de défense. Ce mur a été ensuite rallongé et renforcé par les dynasties suivantes. C'est ainsi qu'a été créé cet immense réseau de défense, qui a fait obstacle aux ennemis de la Chine pendant plus de 2000 ans. La Grande Muraille contient plus d'1 milliard de briques d'argile particulièrement résistantes, qui lui ont permis de rester debout au fil des siècles. Elle mesure 7 mètres de haut. Elle possède de solides remparts conçus pour protéger les gardes et de petites ouvertures pour tirer des flèches sur les assaillants. Cet édifice monumental fait 5 mètres d'épaisseur et plusieurs milliers de kilomètres de long. Il comporte également des dizaines de milliers de bastions et de tours de guet où les soldats montaient la garde. Pendant des siècles, la Grande Muraille a été la première ligne de défense de la Chine. Mais cette construction emblématique n'est pourtant pas la première ligne de défense construite à travers le pays. Mais quel danger a pu pousser les dirigeants chinois à édifier toutes ces fortifications? Ces montagnes sont magnifiques et la muraille les rend encore plus belles. Elle marquait la frontière de la Chine à l'époque. William Lindsay est depuis 30 ans un spécialiste mondial de la Grande Muraille. Il l'a parcouru à pied d'un bout à l'autre pour en découvrir les nombreux secrets. Grâce à ces quelques milliers de kilomètres de marche, il a compris une partie de l'histoire de la muraille. Au sud, c'est la Chine, et au nord, la Mongolie avec ses peuples nomades. Les Chinois avaient de la chance. Ils pouvaient faire pousser autant de nourriture qu'ils le désiraient. Mais au nord, la saison des cultures était trop courte pour avoir des récoltes suffisantes. Les nomades mongols déplaçaient leurs troupeaux au gré des saisons. Ils attaquaient souvent les Chinois pour leur voler de la nourriture, puisqu'ils ne pouvaient pas en produire eux-mêmes. En cas de sécheresse ou d'hiver très rude, les nomades perdaient tout ce qu'ils avaient. Pour survivre, il leur fallait trouver d'autres ressources. Alors évidemment, ils ne se dirigeaient pas vers la Sibérie au nord. Ils pénétraient sur le territoire chinois. Soumis à cette menace constante, le peuple de Chine devait absolument réagir.
C'est ainsi qu'a commencé le conflit de la Grande Muraille. Les nomades étaient des combattants redoutables. Ils s'entraînaient dès l'enfance à monter et combattre à cheval, parfois sans selle ni étrier. Avec de telles aptitudes au combat, c'était l'armée la plus redoutée du monde. Et malheureusement pour les Chinois, les nomades n'étaient pas seulement d'excellents cavaliers. Ils possédaient également une arme très sophistiquée, l'arc composite. Yang Fushi est l'un des meilleurs facteurs d'arc au monde. Sa famille pratique depuis 10 générations cet art illustre qui rendait les nomades si dangereux. La puissance de ces arcs et la rapidité de leurs chevaux leur permettaient de lancer des attaques éclairs dévastatrices. Nous sommes très fiers de nos talents de cavaliers que nous exerçons depuis notre plus jeune âge. Maître Yang nous montre comment il fabrique ses armes, capables d'emmagasiner assez d'énergie pour tuer un être humain. Tout d'abord, il taille le corps principal de l'arc à partir d'une branche robuste. Mais le bois en lui-même n'est pas suffisamment flexible et solide pour projeter une flèche à une vitesse mortelle. Je n'ose pas trop courber ce bout de bois parce que je risque de le déformer pour de bon. Il nous explique alors son secret pour éviter de tordre ou de casser le bois. Tout d'abord, il fixe une bande en corne de buffle à l'avant pour le renforcer. Ensuite, je mets des tendons de taureau sur ce côté pour augmenter son élasticité. C'est le paramètre le plus important. Ces tendons proviennent du cou d'un taureau. Ils améliorent la puissance de l'arc. À cette époque, quand on bandait un arc, c'était comme si on soulevait 30 kilos. C'était très éprouvant pour le corps. Alors les archers devaient avoir beaucoup de force et de résistance. Quand Maître Yang relâche la corde, la flèche s'élance à 300 km/h. Grâce à ces arcs mortels, les nomades étaient presque invincibles. Ils remportaient la victoire à chacune de leurs attaques. Pour défendre leur territoire face à de tels ennemis, les Chinois ont donc construit un mur sur plusieurs milliers de kilomètres. La muraille, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été bâtie sur les vestiges des premières protections contre les nomades. Elles étaient constituées de plusieurs amas superposés de terre compacte et dure comme de la pierre. De fines couches de roseaux amélioraient la stabilité de la structure. C'était un paramètre crucial car le mur mesurait 6 mètres de haut. Les Chinois comptaient sur cette protection pour assurer la sécurité de leur foyer. Les images satellites révèlent que ces murs en terre s'étendaient depuis la mer Jaune jusqu'au désert, dans l'ouest de la Chine. Mais comment les ouvriers de l'époque ont-ils pu construire une telle structure au beau milieu de ces étendues arides et inhospitalières ? À chaque fois que je vois ce mur qui s'étend sur des milliers de kilomètres, je suis toujours aussi impressionné. Nous avons suivi l'explorateur Richard Fairbrother au cœur du désert. Il essaie de percer les secrets de ce mur en terre qui a servi de base à la Grande Muraille actuelle. C'est incroyable. Ils ont dû mobiliser énormément de main-d'œuvre pour bâtir tout ça. Pour comprendre comment cette structure a pu résister aux intempéries pendant des siècles, Richard va lui-même fabriquer une section de mur.
M. Yang et son équipe lui prêtent main forte, en se servant des méthodes de construction de l'époque. Le système de terre tassée est appelé pisé. Pour bâtir ces murs, on alterne les couches de terre et les couches de roseaux. Il suffit de les poser dessus et de les répartir uniformément. Le roseau présente un grand avantage. C'est un système d'évacuation de l'eau. Quand la pluie s'infiltre dans le mur en terre, elle coule le long des roseaux. Mais ce drainage naturel n'offre aucune protection contre les tempêtes du désert. La violence du vent aurait dû réduire ce mur en poussière en quelques décennies. Alors comment se fait-il que plusieurs sections aient résisté pendant plus de 2000 ans? Cette terre est un dépôt sédimentaire appelé lœss. Il possède une caractéristique très intéressante, notamment grâce à la présence de coquilles d'escargots brisés. Le lœss est très riche en carbonate de calcium. Quand il est exposé à l'eau, il subit un processus de cimentation naturelle. Sans le savoir, les architectes de l'époque se sont servis de cette propriété pour créer une structure extrêmement durable. Il faut tasser le lœss pour le rendre plus compact, donc plus solide. Et grâce à la cimentation, il va durcir encore plus, ce qui en fera un mur très résistant. Les ouvriers faisaient ça à longueur de journée, sous un soleil de plomb. Ils devaient être complètement épuisés. Une équipe de 80 personnes pouvait construire 1 kilomètre de mur en seulement 7 jours. Cette imposante barrière de 6 mètres de haut a repoussé les ennemis de la Chine pendant des siècles. Le seul moyen de la franchir était de l'escalader sous une pluie de flèches. Mais au XVIe siècle, la situation n'était plus la même. Les assaillants étaient équipés de nouvelles armes, capables de venir à bout de la muraille. Avec l'évolution des techniques de guerre, l'efficacité défensive du mur diminue sérieusement. Au XVIe siècle, les progrès militaires sont tels qu'ils obligent les Chinois à renforcer leur ligne de défense. L'historien William Lindsay parcourt la Grande Muraille à Jiangkou, dans les montagnes au nord de Pékin. La situation géographique permet de comprendre pourquoi les Chinois ont renforcé cette immense barrière. Pékin se trouve là-bas, à seulement 80 km. C'était un peu dangereux comme emplacement. En 1550, les Mongols ont réussi à percer la muraille. Les Chinois se sont alors rendus compte que Pékin était très vulnérable. Les nomades ont avancé depuis les montagnes jusqu'au territoire qui entourait Pékin, la capitale de la Chine. Ils ont fait des ravages au sein de la population et les dirigeants chinois ont dû faire face à un grave dilemme. Le gouvernement tout entier tremblait de peur. Comment la Grande Muraille avait-elle pu faillir à sa mission? Il leur fallait un nouveau mur, encore plus résistant. Les Chinois ont alors bâti une immense structure, faite de plusieurs milliards de tonnes de pierres et de briques. Elle reposait sur d'immenses blocs de granit qui faisaient office de fondation. Les façades de briques lisses étaient presque impossibles à escalader. Et les remparts protégeaient les gardes postés en hauteur. L'intérieur de la muraille était d'une solidité à toute épreuve. Il était rempli d'innombrables gravats qu'on avait entassés et recouverts de dalles en pierre. 7 mètres de haut et 5 mètres d'épaisseur. Cette nouvelle barrière était impénétrable. Mais comment les ouvriers ont-ils pu fabriquer suffisamment de briques pour construire un mur aussi long? La première étape, c'est de trouver une source d'argile. On va ensuite façonner des briques, puis les cuire dans un grand four. Colin Richards connaît bien ce procédé.
Au cours de sa carrière, il s'est spécialisé dans la conservation des bâtiments en briques. Il participe à un formidable projet de restauration de la muraille, dont le budget s'élève à plus de 13 millions d'euros. Avec une équipe de 8 spécialistes, il reproduit les méthodes originelles de construction pour comprendre l'incroyable défi qu'ont dû relever ceux qui ont bâti la Grande Muraille. Nous sommes en train de pétrir l'argile. Quand on l'extrait du sol, c'est une matière très consistante. Alors on l'écrase avec les pieds pour la fluidifier. Une fois qu'elle est plus malléable, on peut lui donner la forme qu'on veut et elle restera comme ça. Colin foule l'argile pendant 15 minutes, jusqu'à ce qu'elle puisse être façonnée. Il faut mettre beaucoup d'argile, même si ça déborde un peu. Ensuite, on appuie dessus pour bien remplir le moule. Et quand on le retire, on a une belle brique. Pour accélérer la construction, l'astuce consiste à augmenter la taille des briques. Celles de la Grande Muraille sont 4 fois plus grosses que celles des maisons occidentales d'aujourd'hui. Elles sont plus grosses, donc plus lourdes. Mais on gagne quand même du temps sur l'ensemble du processus, puisqu'il faut les empiler jusqu'à la hauteur voulue. Je suis content du résultat. J'égalise un peu les côtés, puis je la laisse sécher. Ensuite, elle passera au four, et on aura une nouvelle brique pour la Grande Muraille de Chine. Une fois que les briques ont séché, il faut les cuire. On dispose les briques en haut du four, en les écartant un peu les unes des autres. Comme ça, la chaleur qui va se répandre à l'intérieur du four pourra passer entre les briques avant d'être évacuée par les cheminées. Et on va installer une couche de terre par-dessus pour isoler la chambre de cuisson et conserver la chaleur. À l'époque, les Chinois ont conçu ces fours de manière à éviter le gaspillage de chaleur. Voici une petite cheminée. C'est un four à chaleur radiante. Il est de forme circulaire. À une extrémité, on a un orifice qui laisse passer la chaleur du feu. Elle se répand au-dessus des briques, mais elle ne peut pas s'échapper par le haut parce qu'on recouvre tout ça avec de la terre. Alors elle redescend entre les briques et sort par les cheminées. La chaleur du feu est donc utilisée 2 fois. Quand elle s'élève et se répand en haut du four, puis quand elle redescend avant d'être dissipée dans l'atmosphère. On exploite au maximum l'énergie produite par le combustible dont on dispose. C'est de la cuisson économique. Et il s'en servait en Chine au XVIe siècle, environ 300 ans avant que cette pratique devienne courante en Occident. Colin et son équipe ont passé la matinée à installer les briques et préparer le four. La cuisson va souder entre elles les particules d'argile contenues dans les briques, qui deviendront alors très résistantes. Mais il faut une énorme quantité de combustible pour produire la chaleur nécessaire. On cherche des broussailles sèches et des branches qui ont déjà été cassées par des ouvriers qui passaient dans la forêt, par exemple. Cette branche est parfaite. Elle se casse facilement et contient très peu d'humidité. Leur objectif est de produire une chaleur constante et durable dans le four. Il nous faut du bois sec, avec une faible quantité de sève pour produire de la chaleur immédiatement. Si on devait consumer le liquide contenu dans une branche, on gaspillerait de l'énergie. À l'époque, ils devaient alimenter 200 fours simultanément. Imaginez la quantité de bois qu'ils devaient rassembler. Une fois de plus, ça montre l'ampleur de l'organisation mise en œuvre pour construire un monument de cette taille. Avant la mise en route du four, M. Chou propose à Colin d'accomplir avec lui un rituel très important, la bénédiction. L'équipe a beaucoup travaillé pour préparer l'argile, façonner les briques et les disposer dans le four. Maintenant, tout repose sur la cuisson. Et une erreur est vite arrivée. On peut facilement produire trop de chaleur ou pas assez. Le responsable du four subit une pression énorme. Il ne doit pas se tromper, alors il demande au Dieu de lui venir en aide.
Prions le Dieu de la montagne, le Dieu de la terre et le Dieu du feu. Ils me donneront de bonnes flammes. Nous cuirons de bonnes briques, des briques entières, des briques légères, des briques toujours meilleures. Il m'a proposé d'allumer le four. C'est un grand honneur. On va y aller tous les deux, après avoir prié ensemble. On est tous les deux responsables du bon fonctionnement du four, en quelque sorte. Pendant la construction de la muraille, plusieurs milliers de fours étaient en activité. C'était l'une des toutes premières chaînes de production à l'échelle industrielle. Des centaines de milliers de personnes travaillaient sans relâche. Les équipes passaient leur temps à préparer, charger et allumer les fours. Ça permettait de produire des briques en continu pour les ouvriers qui étaient sur le chantier. Comme ça, la muraille pouvait se construire sans interruption, parce que la ligne de production ne s'arrêtait jamais. En se basant sur de longues années d'expérience, Colin et son équipe ajustent la température du four pour que la cuisson des briques soit optimale. Il faut surveiller attentivement la couleur des briques. Sous l'effet de la chaleur, elles deviennent rouges, puis jaunes, puis blanches. Quand elles sont blanches, ça veut dire qu'elles ont atteint les 1000 degrés environ. Il faut alors maintenir cette température pendant 12 heures et puis arrêter la cuisson. La conception de ce four est particulièrement ingénieuse. Le feu ne se trouve pas sous les briques, mais à côté, dans un tunnel qui fait office d'arrivée d'air. La forme du four oblige l'air chaud à descendre entre les briques avant de ressortir par l'une des 3 cheminées. La cuisson est donc parfaitement régulière. Si le four chauffe trop vite, l'humidité contenue dans l'argile risque de se transformer brutalement en vapeur d'eau et de faire éclater les précieuses briques. Mais avec une cuisson appropriée, le four produit rapidement des milliers de briques d'une solidité remarquable pour construire la muraille. « 24 heures après l'allumage du four, les briques sont prêtes à être acheminées jusqu'au chantier. Mais comment faire pour déplacer des milliards de briques depuis les fours jusqu'au sommet des montagnes ? Le transport de ces innombrables blocs d'argile était une entreprise particulièrement difficile. Il n'existe pas de méthode miracle. Tout comme les ouvriers de l'époque, Colin et ses amis transportent eux-mêmes les briques. On a besoin du plus grand nombre d'ouvriers possible. Plus on a de main-d'œuvre, plus c'est facile. Plus d'1 million de personnes travaillaient en permanence sur la muraille. Ils cuisaient, transportaient et installaient les briques sans interruption. Les conditions de travail étaient extrêmement difficiles. En été, la température atteignait parfois les 40 degrés. Et en hiver, il faisait un froid glacial. Les ouvriers apportaient les briques dans les montagnes et s'ils tombaient d'une falaise ou dans une crevasse, c'était fini pour eux. Pour construire la plus grande muraille du monde, les Chinois ont payé un prix terrible. Beaucoup ont perdu la vie pour que cette merveille puisse voir le jour. À présent, William Lindsay va nous aider à percer un autre des nombreux mystères qui entourent la Grande Muraille de Chine. Comment les architectes de l'époque ont-ils déterminé le tracé de la structure ? Quand je fais visiter la muraille, on me pose souvent les mêmes questions, notamment celle-ci. Pourquoi l'avoir construite ici et pas là ou là-bas ? William se base sur la topographie des environs pour trouver une explication. Du haut de cette tour de guet, on voit clairement pourquoi la muraille se trouve ici. Si on part de la vallée, on monte, et là, c'est le sommet. La muraille suit cette crête jusqu'au sommet suivant. Et là-bas, sur la droite, elle descend progressivement, toujours en épousant la forme des montagnes. Ce tracé est absolument parfait pour cette section de la muraille.
L'imposante structure est donc toujours en hauteur, mais elle ne suit quasiment jamais de ligne droite. Au début, je ne voyais aucune logique dans la forme de la muraille. J'avais l'impression qu'elle faisait beaucoup de détours aléatoires. Mais en fait, ce tracé répondait à un objectif précis. Il offrait de meilleurs angles de tir, non seulement quand on faisait face aux ennemis, mais également depuis les côtés. Il fallait vraiment être fou pour prendre d'assaut la muraille. Les Chinois ont bâti la Grande Muraille en suivant le relief du terrain, montant parfois jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Ils ont placé des tours de guet tous les 150 mètres pour éliminer plus facilement les intrus. Ils ont également déboisé le terrain sur 3 km pour que les assaillants soient obligés d'avancer à découvert. Et ils ont construit plusieurs avancées pour surveiller encore mieux la zone de défense. Mais la stratégie militaire n'était pas le seul facteur pris en compte. Le Feng Shui est un art chinois ancestral selon lequel les flux d'énergie qui traversent notre monde créent des orientations plus ou moins favorables pour les paysages et les bâtiments. L'élément clé est ce que les Chinois nomment le qi, le flux d'énergie naturelle. C'est une substance subtile qui se déplace le long de ce qu'on appelle les veines du dragon. Et si on construit un édifice qui bloque une de ces veines, ça peut être catastrophique pour les ouvriers ou les occupants du bâtiment. Les architectes ne délimitaient le tracé de la muraille qu'après avoir appliqué les principes du Feng Shui. Et les experts du Feng Shui vérifiaient que la structure s'intégrait harmonieusement dans l'environnement naturel, sans casser les lignes d'énergie. Une fois que les spécialistes avaient donné le feu vert, les ouvriers pouvaient se mettre au travail. Les Chinois qui ont construit la muraille et ceux qui ont monté la garde dessus étaient surtout des militaires et des paysans. Dans le cadre de ce projet colossal, ils ne voulaient surtout pas briser les règles naturelles de leur environnement. Alors ils écoutaient à la fois les grands stratèges militaires et les sages qui maîtrisaient les concepts mystérieux du Feng Shui. C'est l'un des aspects les moins connus et les moins compris de la disposition de la muraille. Il reste encore de nombreux mystères à éclaircir. La Grande Muraille était un immense obstacle physique. Mais ce sont les soldats chinois qui la rendaient vraiment infranchissable. Si les Chinois s'étaient contentés de construire un mur dans l'espoir que ça arrête les nomades, ça n'aurait servi à rien. La muraille devait être gardée en permanence par des garnisons prêtes à intervenir. Par conséquent, une autre question se posait. Il fallait environ 1 million de soldats pour patrouiller le long de la muraille. Mais comment loger autant de personnes sur place? William Lindsay se trouve à Jinshanling, au nord de Pékin. Il cherche des éléments qui montrent comment 1 million de soldats pouvaient vivre sur la muraille. Je crois que c'était une sorte de section prototype pour la nouvelle construction de la muraille. C'est le seul endroit où les tours sont aussi proches les unes des autres. Sur cet immense mur de briques, les Chinois ont bâti des tours de guet tous les 150 mètres. Ces tours pouvaient loger entre 20 et 30 personnes. D'après certains documents du XVIe siècle, on comptait environ 120 soldats par kilomètre. C'est impressionnant d'imaginer de telles garnisons. Comment tous ces soldats pouvaient-ils vivre à des centaines de kilomètres de la civilisation? La réponse se trouve au cœur de la muraille. Des dizaines de milliers de tours abritaient les troupes chinoises. Le premier niveau de chacune de ces tours pouvait accueillir jusqu'à 30 soldats, qui dormaient sur des lits en pierre. Des réserves de charbon permettaient de faire du feu pendant l'hiver. Les gardes étaient protégés par des murs de 11 mètres de haut et d'1 mètre d'épaisseur. Plusieurs fenêtres étroites permettaient de surveiller les environs en permanence. Au niveau supérieur, un grand abri contenait toutes les armes, prêtes à être utilisées en cas d'attaque.
La muraille était gardée sans cesse, jour et nuit, été comme hiver. Les tours de guet étaient elles-mêmes conçues comme de petits châteaux capables de résister à des attaques directes. Si un nomade montait sur la muraille, il pouvait la parcourir, trouver un portail et l'ouvrir pour que ses camarades à cheval envahissent la Chine. Seules les défenses des tours pouvaient empêcher un tel scénario de se produire. Si les ennemis parvenaient à escalader la muraille, les soldats chinois se retranchaient à l'intérieur des tours et verrouillaient tous les accès. Ce trou correspondait au verrou de la porte. C'était un système simple mais efficace. Après avoir fermé les deux portes, il fallait aussi s'occuper des fenêtres. Évidemment, le bois a disparu depuis longtemps, mais on visualise bien l'encadrement sur lequel les volets étaient fixés. Une fois que toutes les portes et les fenêtres étaient verrouillées, les Chinois prenaient position à l'étage supérieur. Ils dominaient ainsi leurs ennemis et ils pouvaient les empêcher de progresser le long de la muraille. La Grande Muraille et ses milliers de tours contiennent plus de briques que n'importe quel autre bâtiment au monde. L'expert en restauration Colin Richards apporte son aide à une équipe qui restaure une section abîmée de la muraille. Ils ont produit de nouvelles briques et ils doivent maintenant les fixer ensemble avec du mortier. Ce mortier est incroyablement résistant, parfois davantage que les briques elles-mêmes. J'ai ici une photo où on voit le mortier dépasser de la façade. Sur certaines sections, les briques ont été usées par l'érosion au fil des siècles. Mais le mortier est resté intact et forme une grille saillante. Il a résisté à toutes les intempéries qu'a pu subir la muraille. C'est une matière absolument extraordinaire. Aucune trace écrite de la composition de ce mortier n'a été retrouvée. Mais d'après les fermiers locaux, c'est un ingrédient très surprenant qui lui confère une telle solidité. Le riz. Colin va utiliser une technique plutôt rudimentaire pour analyser le contenu du mortier. Il suffit de réduire en poussière quelques morceaux du mortier d'origine. Ensuite, on verse ça dans un petit volume d'eau et on mélange. Au bout d'un moment, on devrait voir plusieurs couches se former en bas. On pourra ainsi identifier les différents composants du mortier. Il laisse reposer le mélange pendant 3 heures, puis revient l'examiner. C'est surprenant. On voit clairement que le mortier contient beaucoup de granulats. Là, je distingue du sable, des fragments de roche, du limon. On peut donc en conclure que le mortier contenait beaucoup de liant. Et c'est intéressant parce que ça forme un mélange très solide. Les granulats rendent le mortier très compact. Mais d'après les habitants des environs, c'est grâce au riz gluant qu'il est aussi résistant. Dans cette région, le riz poussait en abondance. Les ouvriers ont remarqué qu'en ajoutant cet ingrédient, le mortier se solidifiait plus vite et devenait plus résistant. Colin essaie donc de fabriquer son propre mortier au riz gluant. On a fait bouillir de l'eau et quand le riz sera cuit, on l'intégrera à notre mortier. D'après les scientifiques, c'est l'amidon présent dans le riz qui augmente la solidité du mortier. Colin tente d'arriver au même résultat que les Chinois du XVIe siècle en mélangeant de la chaux, du sable et du riz gluant. Je mets une bonne couche de mortier pour qu'il recouvre toute la surface quand j'appuierai une brique dessus. S'il est trop épais, il ne s'étalera pas et s'il est trop fluide, il coulera de chaque côté de la brique. Il faut qu'il ait exactement la bonne consistance pour que ça fonctionne. Grâce à ce mortier remarquable, les ouvriers chinois pouvaient empiler les briques jusqu'à des hauteurs impressionnantes. C'est ainsi qu'ils ont construit les milliers de tours de guet qui abritaient l'armée de la Grande Muraille. Ces guerriers, loin de toute civilisation, se dressaient seuls contre les attaques des nomades. William poursuit son exploration des structures mises en place pour protéger les soldats chinois, même en cas d'attaque sur la muraille elle-même. Imaginez, vous êtes un garde de la muraille, vous êtes placé ici.
Moi, en tant qu'assaillant, je n'ai aucune chance. Les Chinois sont à 2 mètres au-dessus de moi. On inverse les rôles. Maintenant, je domine la situation. Je m'appuie avec mon bras gauche et je peux donner des coups d'épée, de lance, de gourdin. C'est une fortification géniale, très efficace. Mais le combat à main nue n'était pas la seule défense possible. Grâce à leurs avancées technologiques, les Chinois avaient tout un arsenal à leur disposition. À l'époque, un canon était posé sur cette plateforme. Évidemment, il a disparu depuis longtemps, mais il était placé comme ça. Vous vous dites peut-être que c'était l'arme la plus dévastatrice de la muraille. En réalité, ça faisait beaucoup de bruit et ça intimidait l'adversaire, mais c'était vraiment très long à recharger. Il fallait être très méticuleux, et c'était difficile avec le vent et la pluie. Alors ce n'était pas l'arme la plus fiable. Si les ennemis parvenaient à s'approcher du mur, les gardes se cachaient derrière les remparts. Là, leur seule chance d'éliminer les assaillants, c'était ces petites ouvertures. En général, ils utilisaient de petites bombes qui faisaient environ cette taille. Il suffisait de les allumer et de les lâcher ici. Elles explosaient au pied de la muraille. Les Chinois étaient réputés pour la qualité de leurs explosifs. Mais pour défendre la muraille contre des hordes de nomades, ils préféraient utiliser une arme moins impressionnante, mais plus précise et mortelle que le canon, l'arbalète. Cette arme redoutable faisait largement le poids contre les arcs composites des nomades. Les gardes de la muraille l'appréciaient particulièrement. Pour un soldat isolé, l'arbalète était l'arme la plus puissante. Yang Fushi possède un vieux mécanisme de détente d'arbalète, une véritable merveille historique. C'est un accessoire en bronze, fabriqué par moulage. Ils étaient produits en grande quantité et ils étaient même standardisés. Les pièces étaient interchangeables d'une arme à l'autre. L'arbalète était la première arme mécanique au monde. La détente permettait de relâcher le carreau en une fraction de seconde. Et le tir était d'une précision redoutable. Les soldats trempaient souvent leur carreau dans du poison pour que la moindre éraflure soit fatale. Les tours de guet dépassaient légèrement de la muraille. Ainsi, les assaillants qui tentaient d'escalader les parois étaient pris entre deux feux. Et les gardes pouvaient utiliser les canons et les bombes pour décimer les troupes ennemies tout en restant à couvert derrière les remparts. Mais l'arbalète était leur arme de prédilection. Il suffit de presser la détente pour que le carreau parte. C'est facile à manipuler. On n'a même pas besoin d'appuyer fort. Les Chinois ont mis en place une grande chaîne de production pour fabriquer des arbalètes par milliers. De nombreux soldats pouvaient ainsi être déployés et armés rapidement. Ils étaient capables d'utiliser cette arme sans avoir de compétences ou de force particulières. Avec un arc, on ne peut pas viser pendant très longtemps. Quand l'arc est bandé, on se fatigue très rapidement. Mais avec l'arbalète, on peut prendre son temps pour viser soigneusement et tuer l'ennemi de très loin. Cette arme remarquable permettait aux garnisons chinoises de tenir tête facilement aux guerriers nomades. William a remarqué un élément sur la muraille qui facilitait l'utilisation des arbalètes. Vous voyez ce trou? L'arbalète était montée sur une crosse, avec une tige en dessous. Et en coinçant la tige dans le trou, l'arbalétrier pouvait retendre la corde, charger le carreau, chercher une cible et tirer. Mais même avec ces armes redoutables, les soldats chinois étaient isolés en petits groupes, dans des tours de guet juchées au sommet des montagnes ou en plein désert. Si les nomades lançaient une attaque de grande ampleur, comment les Chinois pouvaient-ils appeler des renforts? Imaginez que vous êtes un soldat posté sur la muraille.
Tout à coup, vous voyez apparaître à l'horizon 300 ou 400 cavaliers qui soulèvent un immense nuage de poussière. Qu'est-ce que vous pourriez bien faire dans cette situation? L'explorateur Richard Fairbrother se trouve à proximité du désert de Gobi. Il cherche des traces du système qui permettait aux soldats chinois de communiquer d'une tour à l'autre. Regardez, c'est une ancienne tour d'alarme. Les soldats qui s'y trouvaient n'avaient qu'une seule mission, surveiller les alentours et donner l'alerte dès qu'ils voyaient l'ennemi arriver. Les Chinois devaient trouver une parade face aux attaques éclairs des nomades. Ils ont rapidement trouvé une solution, communiquer via un système de signaux. Chacun de ces drapeaux représentait 500 cavaliers. Là, on a 3 drapeaux, ce qui signifie que 1500 cavaliers viennent d'apparaître à l'horizon. Les responsables militaires chinois pouvaient ainsi suivre les déplacements rapides des hordes nomades. Alors j'espère que mes collègues sur la tour la plus proche sont attentifs et ont remarqué que 1500 cavaliers se dirigent vers nous. Les occupants des tours de guet envoyaient également des signaux de fumée pour transmettre des informations. La vitesse de réaction était un paramètre crucial pour défendre la muraille et la Chine. La muraille n'était pas seulement une structure défensive, mais également un réseau de communication. Les nomades cherchaient sans arrêt quelle section du mur ils pouvaient attaquer par surprise, et les soldats chinois guettaient le moindre signe d'une offensive, prêts à avertir leurs camarades via le système des tours d'alarme. Ce réseau de surveillance couvrait toute la longueur de la muraille. Il s'étendait depuis le désert de Gobi jusqu'à l'extrémité orientale du mur, une avancée de 22 mètres sur la mer Jaune. Grâce à sa structure ingénieuse, ce bâtiment est toujours debout aujourd'hui. On l'appelle la tête du dragon. Composée d'énormes blocs de granit de 3 tonnes chacun, elle résiste à l'assaut des vagues grâce à un double système de fixation. Des sabots en fer s'encastrent dans les cavités prévues à cet effet, et des tiges rocheuses s'enfoncent dans les trous creusés à même le granit. Ainsi, la structure ne risque pas de bouger à cause du courant. En tout, 9 couches de roches massives se dressent face aux vagues et empêchent les assaillants de contourner la muraille par la mer. Cette tour de 15 mètres de haut, qui marque l'extrémité de la muraille, est un véritable monument à elle seule. Entre la mer à l'est et le désert à l'ouest, l'impénétrable muraille et son réseau de surveillance constante permettaient de défendre le pays tout entier. Les soldats étaient postés derrière les remparts avec leurs arcs et leurs arbalètes, prêts à lancer une pluie de flèches et de carreaux sur l'ennemi. Mais la Grande Muraille était isolée en pleine montagne. En cas d'alerte, comment les renforts pouvaient-ils atteindre rapidement le lieu de l'attaque sur un terrain aussi impraticable? L'une des principales missions des gardes postés dans ces tours était de surveiller les environs. Dès qu'un ennemi apparaissait, il fallait donner l'alerte pour mobiliser les renforts. William Lindsay se trouve à Jiangkou, au nord de Pékin. Il étudie le terrain pour déterminer comment les troupes chinoises pouvaient manœuvrer si une attaque survenait en pleine montagne. En voyant cet endroit, les gens disent souvent « Mais il n'avait pas besoin de construire un mur de défense ici. Personne ne pouvait attaquer cette zone. » Et je suis d'accord, on le voit bien quand on se place ici. Regardez, on dirait presque une falaise. Alors pourquoi bâtir une section de la muraille sur cette pente abrupte? Servait-elle à autre chose? C'est une sorte de passerelle. Elle relie cette section à celle en face et à l'autre là-bas. En réalité, la muraille n'est pas seulement un mur d'enceinte, c'est une route. Selon William, c'est ainsi que les renforts pouvaient atteindre rapidement les zones attaquées. La Grande Muraille était donc un gigantesque réseau de transport.
Il s'étendait sur des milliers de kilomètres jusqu'au désert de Gobi, où les soldats avaient une mission très importante, protéger le commerce chinois. La célèbre route de la soie s'étendait à travers tout l'ouest de la Chine. Cette grande voie commerciale faisait office de lien avec le monde extérieur. Richard Fairbrother parcourt cette route ancestrale dont le tracé est très proche de celui de la muraille dans cette région. Comme les voyageurs de l'époque, il achète des provisions au marché de Dunhuang. « 60 ? C'est cher. » Mais non, voyons, c'est pas cher. Il va ensuite affronter le froid du désert à la recherche d'une vieille forteresse. C'est génial. Cette forteresse a été construite il y a plus de 2000 ans sur le trajet de la route de la soie. On l'appelle Shanmashang, ce qui signifie le fort de la castration des chevaux. C'est magnifique. Regardez toutes ces montagnes et la rivière qui a emporté une partie de la forteresse. C'est ici que les chevaux étaient castrés avant d'être échangés à l'Empire chinois contre du thé. La Grande Muraille et les forteresses de cette région permettaient aux Chinois d'emprunter la route de la soie en toute sécurité. Le commerce était très important pour l'Empire chinois. C'est pour ça que la Grande Muraille et les forteresses ont été construites à proximité. Mais lorsqu'ils invitaient des commerçants étrangers au sein de ces forteresses, les Chinois se sentaient vulnérables. Ils craignaient que ces marchands soient en vérité des espions nomades. Ils ont donc conçu l'intérieur des forteresses comme un terrible piège pour les visiteurs indésirables. L'entrée principale était un passage étroit qui débouchait sur les redoutables couloirs de la mort. Les murs formaient un véritable labyrinthe dans lequel les intrus se perdaient. Les virages à angle droit diminuaient leur visibilité et les entraînaient vers une petite cour. Entourés de murs de 10 mètres de haut, les intrus voyaient toutes les portes se fermer. Les gardes postés en hauteur n'avaient plus qu'à exécuter l'ennemi. Les forteresses permettaient donc, elles aussi, de protéger la Chine contre les attaques extérieures. La Grande Muraille était une structure militaire extraordinaire, construite pour défendre les Chinois contre les menaces venues du nord. Il suffit de voir la muraille serpenter d'un sommet à l'autre pour comprendre que sa construction était un exploit remarquable. Elle traverse toute la Chine. Dans toute l'histoire de l'humanité, aucun autre édifice n'a nécessité autant de matériaux et de temps pour le construire. Pour moi, c'est sans aucun doute la plus grande merveille du monde. J'adore la Grande Muraille. C'est sans doute ringard, mais j'ai un dicton. Si on est lassé de la Grande Muraille, c'est qu'on est lassé de la vie. La Grande Muraille protégeait les paysans chinois et incarnait la puissance impériale le long de la plus importante route commerciale au monde. Cet endroit a une portée historique immense. Et je suis peut-être le premier à venir ici depuis longtemps. C'est vraiment formidable. Le mur en terre capable de durcir face aux intempéries est devenu une barrière infranchissable, équipée de nombreux remparts, de terribles labyrinthes et d'un réseau de routes aussi long que la Chine elle-même. La Grande Muraille est un prodige d'architecture militaire et l'un des édifices les plus impressionnants jamais construits.